Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast numéro 3 du Festival des bons films. Bonjour Marc. Bonjour Alexis. Nous allons aborder donc nos sorties cinéma du 23 novembre, donc cinéma, vidéo et tous les événements qui sont sortis cette semaine. Alors tout d'abord en sortie cinéma, nous aurons un retour vers le passé avec Robert Zemeckis pour son tout nouveau Allié avec Marion Cotillard et Brad Pitt. Ensuite, nous partirons vers la Jordanie et l'Arabie Saoudite pour Thèbes, la naissance d'un chef, un petit film qui est assez magnifique de Nadji Abounoar. Ensuite, dans les ressorties, nous aurons Freaks de Todd Browning et le classique La colline des yeux de Wes Craven. La version originale est pas celle de Alexandre Aja de 2006. Pour la vidéo, nous aurons le méga coffret Costa Gavras intégral volume 1, donc tous ces films sortis entre 1965 et 1983, sortis chez Arte Video. Nous aborderons ensuite Gueule d'amour de Jean Grémillon et vite fait Rocco et ses frères qui sont sortis en DVD Blu-ray chez TF1 Vidéo. Et nous finirons avec Studio Canal qui nous sortent coup sur coup donc, le film de Ron Howard, le documentaire sur les Beatles, 8 Days a Week, et la saison 1 de The Young Pop de Paolo Sorrentino. Ouf. Et voyons, ça va être chargé cette semaine. Et tout de suite, nous commençons donc avec Allié de Robert Zemeckis. Marc, peux-tu nous dire, pitcher, de quoi ça nous parle ? Alors, Allié de Robert Zemeckis, c'est donc l'histoire d'un espion et d'une espionne, Brad Pitt et Marion Cotillard, qui se rencontrent dans une mission à Casablanca et qui, où ils sont censés assassiner l'ambassadeur allemand sur place. Là, en 1942. Alors, en 1942, on précise. Et qui tombent amoureux l'un de l'autre, qui ensuite partent en Angleterre vivre leur vie, fonder une famille. Alors que l'on apprend un peu plus tard à Brad Pitt que sa femme, Marianne Beauséjour, donc Marion Cotillard, est peut-être une espionne allemande, voilà, un agent double. Qu'elle a une fausse identité et qu'elle l'a rencontré de cette manière. Voilà, donc ensuite, c'est comment Brad Pitt va exécuter les plans de ses supérieurs pour démasquer ou non sa femme, sachant qu'évidemment il l'aime, elle l'aime aussi, donc c'est une situation un petit peu compliquée. Alors il y en a beaucoup qui ont aimé le film, je comprends que le film a plein de qualités et on adore tous Robert Zemeckis, notamment et surtout peut-être pour ses films les moins connus, comme La légende de Beowulf et tout ça, mais sur celui-là, toi et moi on est un peu d'accord comme quoi ça traîne un peu. Oui, le truc c'est que depuis le retour au live de Robert Zemeckis, donc avec Flight, c'était il y a 3 ans, à peu près 3-4 ans. 2012, 2012. Ah oui, 4 ans. Ouais. Je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que, je dirais pas qu'il y ait une régression, mais qu'il y a un petit, on va dire, surplace dans le cinéma de Robert Zemeckis après sa trilogie d'animation qui, elle, justement, n'était que des pas en avant dans la cinématographie, et pas que dans la forme d'ailleurs, aussi dans le fond, parce que quand on regarde Beowulf ou Scrooge, même si c'est moins bien Scrooge, mais ce sont des films qui abordent des thèmes vraiment fascinants et vraiment beaucoup plus en profondeur que ce qu'il fait là dans Allié ou même ce qu'il a fait dans The Walk. Alors à la rigueur, Flight, on peut toujours se dire il y avait toujours la scène de Crash qui était une leçon de découpage sur quoi on est absolument d'accord. Maintenant là on arrive sur Allié, qui est un film pépère, qui est un film pépère d'un réalisateur qui est devenu un petit peu pépère. On l'avait partiellement remarqué dans The Walk, malgré l'inventivité, entre guillemets, de la scène de The Walk, qui est donc l'histoire de ce funambule qui a traversé les Twin Towers sur un fil de fer, comme les funambules. Voilà. Et donc, voilà, il avait un petit peu l'inventivité encore de la mise en scène dans la traversée. Surtout que c'était en 3D en plus, et c'était super impressionnant. Après, le reste du film trahissait quand même un rythme un peu pépère, une mise en scène qui, en dehors de quelques grands moments, était, j'ai pas envie de dire standard parce que c'est pas gentil, mais en dessous de ce qu'a fait Robert Zemeckis autrefois. Et là, Allié, c'est ça tout le long. Pour le coup, Allié, il n'y a pas de scène de grâce cinématographique, par exemple, comme il y a dans Flight ou comme il y a dans The Walk. Il n'y a pas de réflexion particulière dans le fond. Flight, il y avait une réflexion qui était très américaine sur la culpabilité, sur la rédemption, etc. The Walk, il y avait aussi un truc très américain sur... en l'occurrence, c'était un film sur la performance artistique, sur qu'est-ce que c'est une performance artistique, mais c'était aussi un film, évidemment, sur le 11 septembre. Là, c'est une sorte de thriller sur fond de mélo qui se constitue principalement comme une sorte d'hommage. Le but, c'est d'avoir une sorte de grand mélo sur fond de guerre, comme on a eu beaucoup dans les années 40,
Tant qu'il y aura des hommes, Casablanca, enfin ça manque pas. Bah, la Casablanca, justement, on voit vraiment que Robert Zemeckis souhaite faire l'hommage à Casablanca. Mais l'intérêt m'échappe un petit peu pour plusieurs raisons. Donc, un, pour des raisons de forme, parce que voilà, je trouve que c'est un Robert Zemeckis en petite forme. Deux, pour des raisons d'écriture, parce que les personnages me semblent fades. Moi j'aime beaucoup Marion Cotillard, encore elle ça va, mais j'adore Brad Pitt par exemple. Brad Pitt il n'est pas là, il est... Bah, le problème c'est que on vous conseille quand même d'aller le voir, de faire votre opinion par vous-même, puisque il y en a beaucoup qui ont adoré justement ce côté old school, donc le côté on revient à un truc, une mise en scène assez classique, tout ça. Après le Robert Zemeckis, il a eu peu de temps pour le tourner, pas trop d'argent, alors que pourtant il a 2 mégastars, mais en effet, problème, c'est l'écriture, parce que la construction du récit, elle est chronologique. Il y a 1 ou 2 flashbacks, mais ultra classiques, qu'on prévoit des kilomètres à l'avance. Et le problème, c'est que, cette construction-là, on aime bien la revoir, mais après, le film, est-ce qu'il apporte un truc en plus? Et là, je te rejoins, il n'y aura pas trop de débat là-dessus. C'est que sur sa mise en scène, que ce soit sur le Pôle Express, Beowulf, Scrooge, et il inventait des choses à chaque fois. C'était quelque chose d'incroyable qu'il nous proposait visuellement. C'était en 3D et tout ça. Et là maintenant, donc comme il n'avait plus la performance capture, sur Flight, il se mettait en danger sur la scène du crash au début du film. Sur The Walk, il se mettait en danger sur la scène de traversée. Donc à chaque fois, il y avait 20 minutes du film qui étaient extraordinaires. Le reste était plus pépère en effet. Là, on n'a pas vraiment de moments extraordinaires dans la mise en scène, ce qu'on attend un petit peu à chaque fois de Robert Zemeckis. Mais là, on sent pas trop l'émotion, parce que d'autant plus que Brad Pitt, il le fait tourner en français. En tout cas, ce serait un peu une hérésie de le voir en version française, mais si vous le voyez en version originale, vous verrez Brad Pitt galérer tout autant que sur la seule réplique Go Army qu'il y avait dans Inglourious Basterds. Mais le problème, c'est là, ça dure toutes les 30 premières minutes, les 40 premières minutes. C'est pris très au sérieux. C'est pris très au sérieux, c'est premier degré, et il essaye de le faire passer pour un Français parisien dans un film où on est censé jouer sur 30 tableaux. Quelque chose ne va pas avec mon accent. Voilà, c'est l'accent comme ça. Non, tout va bien. Mais... Le problème, c'est qu'à côté, il y a Marion Cotillard qui lui fait surtout parle pas trop comme ça à d'autres agents français, parce que tu es censé te faire passer pour un agent parisien. Là, ça pose un petit peu de soucis, quoi. Mais on n'est pas non plus dans le ridicule du truc qu'on avait dans The Walk, où on avait justement Joseph Gordon-Levitt qui avait aussi un accent à couper au couteau. Mais le problème, c'est qu'il donnait des leçons de français à d'autres qui parlaient mieux français que lui à l'écran. Oui. Donc ça enlève un petit peu. En plus, c'est dès le départ du film, donc ça enlève vite de la crédibilité ou de l'intérêt à l'ensemble. Ça fait. En plus, ça on l'avait déjà remarqué sur The Walk, mais Robert Zemeckis a une vision un peu bizarre de la France, du passé, etc. Ça fait très touriste en fait. C'est dans le début de The Walk, c'était très touriste. Alors après, on pourrait en effet contre-argumenter de dire oui, mais de toute façon, il fait pas un film réaliste. Robert Zemeckis, il est dans le fantasme, dans le spectacle, comme le fantasme du passé dans Retour vers le futur ou le fantasme du futur. Bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'il tourne son film d'une manière à ce que on s'est quand même assez pris au sérieux. Il n'y a pas non plus de côté très fantasmé. Le seul côté décalé du réel qui existe, c'est ce côté hommage aux classiques américains des années 40, mais c'est pas non plus assez appuyé pour que je trouve que ça constitue une excuse. Et surtout, il faudrait que ça constitue une excuse, rien que le terme m'ennuie déjà. La photo, elle est très chaude et tout ça. On n'a pas cette impression un peu glacée, inquiétante, oppressante qu'il devrait y avoir. Oui. La photo, par exemple, la photo, c'est bien d'en parler. La photo, elle est propre, les plans jolis, etc. Elle est propre. J'ai rien de particulier à dire sur la photo, elle est propre. Il y a des compositions de cadres, elles sont soignées, etc. Mais tu vois, par exemple, il n'y a pas de jeu d'ombre particulier, il n'y a pas de jeu de... Mais il fait le jeu sur les miroirs et tout ça. C'est marrant, le seul moment où il commence à soigner vraiment son découpage, c'est dans les 20 dernières minutes. Parce qu'il y a les 20 dernières minutes, il y a une sorte de deuxième film qui se crée, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et en réalité, moi, j'aurais commencé le film là, en fait. Et là, il commence un peu à faire des surcadrages ou des choses comme ça qui rendent son film, sa tension, et là, pour le coup, son fond beaucoup plus intéressant, parce que le fond dramatique de son film est là, mais c'est les 20 dernières minutes, et le reste des 1h40, on s'ennuie cordialement devant un film qui est réalisé proprement, mais sans brio. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler dans le FDBF. C'est pas juste parce que c'est pas forcément un très bon film, mais c'est parce que ça reste Robert Zemeckis, et que
si là on soulève ces points, c'est pas tant pour être méchant, c'est parce je dirais pas qu'on attend mieux d'un cinéaste comme ça, mais il nous a habitués à nous apporter de la surprise, à nous prendre là où on s'y attendait pas. En l'occurrence, The Walk, même si j'ai pas adoré, à un moment du film, il finissait par avoir un angle qui, bon, a posteriori paraît évident, mais on l'avait pas vu venir sur du coup le 11 septembre, ou même la réflexion sur qu'est-ce que la performance artistique, qui est évidemment importante quand on est quelqu'un comme Robert Zemeckis, qui est à la course de la performance artistique. Et puis même, c'est un moment, le film s'arrête, on est complètement dans l'espace et tout ça, comme sur Flight, quoi. Les premières minutes du film, on est dedans, on a l'impression que le temps s'arrête, tellement que la séquence, elle est incroyable, quoi. Mais là, c'est un film qu'on regarde passer, qui passe devant, alors que moi j'ai trouvé vraiment l'histoire très jolie. La fin est très belle, c'est un super mélo et tout ça, mais la mise en scène tout autour, ça reste vraiment un petit peu dans les rails, c'est pas, en plus, pas tellement d'aspérité. Un truc qui joue, c'est que, alors, à nouveau, sauf dans ces dernières minutes où je trouve qu'il y a un sursaut, c'est que Robert Zemeckis sait pas très bien faire le thriller. Apparence, c'était quand même déjà assez bancal, je trouve que c'est un de ses moins bons films. Et c'est pas forcément son truc. Or, l'essentiel de Allié repose sur un thriller entre justement cette histoire de suspense entre le couple. Tu te dis, ça aurait pu. En soi, tu lis l'histoire, elle est très bien. Ça aurait pu être une sorte de Gone Girl. Tout à fait. Gone Girl, Seconde Guerre mondiale, avec en plus un fond un petit peu différent parce qu'ils s'aiment vraiment. Ce qui n'est pas forcément le cas dans Gone Girl. Mais ouais, en fait, on a l'impression que c'est un film qui a été fait un petit peu à la va-vite. Voilà, écrit, boum, bouclé, une V1, on l'envoie au tournage, on prend les acteurs, boum, ils tournent, ils viennent tourner leur scène, ils s'en vont, ils sont là, à moitié là, et puis Robert Zemeckis met son film en boîte, il le sort, et puis... Après, je trouve que Marion Cotillard, elle est bien, parce si vous avez pu être effrayé dans la bande-annonce, je trouve que dans la bande-annonce, ils ont pris sans doute toutes ces mauvaises prises où elle joue atrocement, alors que dans le film, justement, c'est d'autres prises à chaque fois sur certaines répliques, et elle joue beaucoup mieux. Elle est plus naturelle. Hein. Sachant que Brad Pitt est un petit peu à côté de la plaque dans le film, on se repose tous sur Marion Cotillard, et elle tient la baraque. Mais après, sur le côté du double et tout ça, il y a Zemeckis qui joue sur les miroirs, sur les effets de miroir, sur les doubles et tout ça. Mais après, il multiplie pas les choses. Par exemple, il pourrait très bien jouer avec les ombres, justement, à multiplier genre le personnage à l'image. Mais le problème, c'est qu'il se repose juste sur ces petits effets genre de miroir. Mais le problème, c'est que moi, je repense à la scène d'introduction de Spielberg dans Le Pont des Espions. Voilà. Où justement il reprenait le portrait de Norman Rockwell, où on avait justement ce personnage de Mark Rylance qui peignait son propre portrait. Enfin, on avait 3 fois le même personnage dans l'image, et juste en un seul plan, Spielberg arrive à mieux réussir ce que Zemeckis n'arrive pas à faire dans tout son film. Ouais, bon, là après, Spielberg, entre guillemets, c'est d'une citation de Norman Rockwell. Oui, voilà. Mais bon, après, je veux dire un truc un peu méchant, c'est vraiment exagéré de ma part. Robert Zemeckis aurait bien aimé être Spielberg. Mais là, sur ce genre de film, je trouve que ça se ressent justement. Parce que ça, c'est un film que Spielberg aurait transcendé, par exemple. Mais après, lui, il a sa propre voix, et je suis d'accord avec toi que Zemeckis, il n'arrive pas à faire des films sombres et négatifs. Il brille toujours dans les films positifs. Quoi qu'après, Beowulf... Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est Beowulf, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais quand tu vois des films comme Contact, comme Seul au monde ou Forrest Gump, c'est des films de la bienveillance. C'est ses plus grands films, et c'est toujours des films bienveillants, et ils sont réussis, et c'est pour ça que tout le monde les a retenus. Mais bon, essayez d'aller voir Allié, donc de Robert Zemeckis, qui est sorti dans les salles le 23 novembre. On n'a pas essayé de vous décourager, on vous propose une lecture alternative si vous avez adoré le film, ou en tout cas une lecture concordante si vous êtes d'accord avec notre point de vue. Sinon, si vous avez la chance de pouvoir aller le voir, foncez voir donc Thèbes, la naissance d'un chef, donc de Naji Abou-Noar. Donc c'est un petit film jordanien qui est dans quelques salles à Paris et un petit peu en France, et qui vaut vraiment le coup d'être vu, puisque là pour le coup, là on est d'accord sur ce film-là, visuellement c'est assez super. Ouais, c'est le genre de surprise qui séduit un peu tout de suite, c'est-à-dire qu'un film qui sort un petit peu de nulle part, qui est dans un circuit de distribution très réduit, etc., mais qui déjà attire par son cadre, par ses images. Pourquoi ? Parce que Thèbes, c'est l'histoire d'un jeune enfant bédouin dans le désert en Jordanie, entre la Jordanie et l'Arabie,
et voilà, qui accompagne son frère qui guide un lieutenant anglais à travers le désert pour rejoindre un puits ou une position ou un rendez-vous, on ne sait pas trop. Et évidemment, la traversée se passe mal dans le désert où il rencontre des brigands. Et voilà, il n'y a pas d'intrigue plus que ça en fait. C'est juste c'est le truc le plus sobre possible. Voilà, c'est juste de faire entre guillemets traverser le désert, faire un aller-retour dans le désert. Et où le récit va évidemment amener le jeune gamin qui embarque à l'insu des autres dans la traversée à se révéler être un survivant entre guillemets du désert. Et c'est un très beau film parce que d'emblée on a envie de faire le comparatif avec Lawrence d'Arabie. Pourquoi ? Parce que c'est la même année, c'est 1916. Ensuite parce que c'est le même endroit, ça a été tourné à Wadi Rum en Jordanie, qui est un superbe lieu de tournage. C'est là aussi là où a été tourné Seul sur Mars. Mais d'emblée, on peut évacuer cette impression parce que comme c'est un film qui est tourné par un Jordanien, en l'occurrence, il n'y a pas ce côté très naïf des Occidentaux qui aiment le désert qu'avait David Lean. C'est clair. Et parce qu'évidemment, David Lean dans Lawrence d'Arabie, il sublime le désert. On est comme Laurence, on a envie d'y aller, etc. Mais ça, c'est un truc d'occidentaux. C'est l'explorateur qui découvre. Les Bédouins d'ailleurs, je crois que c'est Omar Sharif qui le dit dans Lawrence d'Arabie, les Bédouins n'aiment pas le désert. Et là, en l'occurrence, c'est ça. C'est-à-dire que, ok, c'est très beau parce que ça, il ne peut pas l'altérer. C'est la force du lieu. Mais dans Thèbes, le désert, c'est un lieu très hostile, très particulièrement aride, particulièrement dangereux à cause de ces bandits, plus derrière le conflit qu'il y a entre les Bédouins et les Turcs, enfin l'Empire ottoman, parce qu'on est quand même en Première Guerre mondiale, c'est pendant la Première Guerre mondiale, il faut le replacer. Et en ça, en fait, c'est parfait parce qu'il arrive à faire un film qui a vraiment, entre guillemets, vraiment peu de choses, c'est-à-dire son décor, une poignée de personnages, une histoire minimaliste, et qui arrive à être une sorte de joli récit initiatique, savamment réalisé. Alors, il y a des petits passages à mou, par exemple, au bout d'une 40 minutes, une petite heure, il y a une sorte de petit passage à mou, où peut-être on sent les faiblesses du récit, la légèreté de l'intrigue ou des personnages, mais qu'importe. Je pense qu'on est suffisamment charmé tout le long pour pardonner ses défauts et privilégier la découverte d'un film, en l'occurrence, c'est une coproduction, il y a plusieurs pays, je crois que c'est jordanien, saoudien, qatari et puis anglais. Mais voilà, privilégier ce genre de coproduction qui diversifie énormément ce qu'on voit en salle, puis qui amène encore une fois des images qui sont très belles, de lieux qui aujourd'hui on ne va plus vraiment les capter. Des images telles quelles de Wadi Rum, on n'en avait pas vu depuis longtemps. On les voyait dans Seul sur Mars parce que c'était Mars. Voilà, c'était Mars, c'était pas Wadi Rum, quoi. Mais voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, il y a certaines critiques qui disent même que c'est un western lyrique. Voilà. Bon, on n'a pas les cow-boys, tout ça, mais on est justement vraiment du côté des Bédouins. Moi, j'ai vraiment aimé, côté le désert, tout ça, c'est vraiment cette découverte d'une culture qui vit à l'intérieur du désert, avec la nuit, les animaux, la question des puits et tout ça. C'est un monde qu'on découvre. J'imagine aussi la galère de tournage pour aller là-bas, parce que tu sens que les gars, ils n'ont pas beaucoup de moyens. À mon avis, ils ont juste une caméra pour tourner, mais tu les vois, ils sont soit au milieu d'une plaine désertique, soit les pieds dans le sable, soit à l'ombre d'un rocher. Enfin, à chaque fois, c'est facile de faire une belle image de chaque lieu, ça c'est sûr, mais il arrive toujours à capter quelque chose, à en tirer de son décor, à placer ses acteurs quelque part, parce qu'en plus on sent que c'est pas forcément des acteurs expérimentés. Même le jeune garçon qui joue Theb qui signifie loup dans le film, loup, L-O-U-P, l'animal, qui a une autre résonance un peu dans le film, mais cette histoire-là est très jolie, puisque on suit ce jeune garçon qui quitte, on va dire, la petite tribu, on va dire le petit monde protégé à l'ombre de l'arbre au milieu du désert, qui part à l'aventure sans connaître les conséquences, et donc qui apprend. Et à un moment, va y avoir un retournement prévu ou imprévu, je ne sais pas, mais moi j'aime beaucoup aussi la deuxième partie où il doit se lier d'amitié. En tout cas, une collaboration en symbiose pour la survie. Voilà, pour la survie, c'est ça, ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent, puisque justement le film, il se réduit à deux personnages,
et ça tient la route. Ils cherchent pas à en faire plus, à en faire trop. Peut-être en effet qu'il y a des ventres mous où ils traînent un petit peu sur certaines séquences qui n'étaient pas forcément utiles, mais on découvre un monde. Il y a aussi toute la question du chemin de fer, justement, que les Ottomans amènent avec eux. Donc ils sont arrivés de la Turquie et au fur et à mesure, ils ont ramené le chemin de fer, donc les nouvelles technologies, les mitrailleuses, tout ça. Et que moi j'ai adoré cette phrase-là, où justement il y a un bédouin qui lui guide les pèlerins jusqu'à la Mecque. Voilà, c'était la route des pèlerins. Voilà, donc plus personne ne l'emprunte. Exactement, lui c'est le guide, genre son père était guide et son père avant lui il l'était, et que depuis l'arrivée du chemin de fer et donc de l'argent et tout ça, il disait les frères se tuent entre eux, quoi. Je trouve que c'est une phrase magnifique qui raconte toute l'histoire de l'Arabie, où en fait les tribus les plus puissantes sont celles qui ont bénéficié justement des technologies et des aides des Occidentaux, et que ça a en quelque sorte détruit les cultures et ça fait disparaître un patrimoine local. Et en l'occurrence, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les Occidentaux ne sont pas vraiment les Occidentaux, parce que c'est les Turcs, en fait. Oui. D'ailleurs, qui amènent... Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que, du coup, il y a les Turcs qui apparaissent vraiment comme une puissance qui est égale, qui a la même, entre guillemets, la même vocation destructrice que les puissances occidentales, j'ai envie de dire occidentales classiques, la France, l'Angleterre, qui avaient aussi dans ces régions. Et d'ailleurs, du coup, c'est marrant le parallèle qu'on peut faire avec un film dont on a parlé dans le podcast de la semaine dernière, qui est Tana, qui pose aussi, et c'est vraiment, on sent que c'est une thématique qu'on retrouve dans ces cinémas l'appellation est un peu facile, mais c'est cinéma du monde, entre guillemets, qui s'interroge vraiment sur la préservation et la fébrilité de leur culture. Face à la mondialisation. Alors après, là, en l'occurrence, là par exemple, il y a un truc que je voulais souligner, c'est pour revenir à la mise en scène, c'est que Thèbes ou Tib, je ne sais plus comment on dit, c'est un film que je trouve vraiment bien mis en scène, justement, contrairement à Tana qui avait une mise en scène un peu aléatoire, des champs contre champs, un peu. Les gars, ils avaient été un peu caméra-épaule dans la forêt. Parfois, c'était un peu. Tandis que là, c'est vraiment un film, alors peut-être plus classique dans son découpage, etc., mais vraiment maîtrisé. Par exemple, il y a une scène de fusillade dans une gorge. Dans un ensemble de gorges, qui est de filmer entre guillemets de manière extrêmement simple, mais il y a plein de petits, je dirais pas artifices, mais idées de mise en scène qui contribuent vraiment à l'intensité de la séquence et à en faire une fusillade toute simple, mais finalement entre guillemets originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et qui contribue à l'intérêt qu'on peut porter au film. Puis moi j'adore, à un moment tu as tout un mystère autour de ce que transporte le soldat anglais qui les guide et tout ça. Enfin, au début on se demande qu'est-ce qu'il transporte et tout ça, et quand on découvre le truc, on comprend aussi la vocation destructrice des civilisations extérieures dans le désert. Enfin, ça partage énormément de thèmes moi, que j'adore personnellement, et puis visuellement c'est superbe. Le gars il pose sa caméra, bam, il fait traverser ces bédouins sur leur chameau, enfin sur leur dromadaire à travers l'image, et tout de suite on en prend plein la tête, quoi. Et donc visuellement c'est superbe. Donc essayez d'aller voir Thèbes, donc la naissance d'un chef. Je comprends pas d'ailleurs ce petit sous-titre, puisque Thèbes tout court ça aurait été très bien. Donc de Naji Abou Nawar, donc un film jordanien qui est sorti dans les salles de cinéma le 23 novembre. Côté ressorti, parce qu'au cinéma il n'y a pas que les films récents, il y a aussi les films anciens, et cette fois on va parler film culte de 1932. Bon, évidemment c'est du noir et blanc, mais c'est Freaks, donc c'est la parade monstrueuse, c'était sous-titré la monstrueuse parade de Todd Browning. Voilà, Freaks qui ressort en version restaurée, flambant neuve, alors que c'est un film qui est un petit peu culte, mais qui a le parcours de tout film culte, c'est-à-dire qu'il n'a pas été, quand il est sorti, il n'a pas toujours été. Alors de quoi c'est l'histoire Freaks? C'est en fait on suit une chronique, une compagnie, c'est la chronique d'une compagnie de monstres de cirque, monstres de foire, dans l'Amérique du début du siècle. Et qui sont d'authentiques personnes amputées ou mal formées, etc., qu'a filmé Todd Browning à l'époque. Et pour cette raison précise, parce que c'était un film sans effets spéciaux, le film a été un échec colossal, parce qu'il a été retiré de l'affiche extrêmement vite. Alors pourtant c'est un film pré-code, c'est-à-dire qu'il a été fait avant
l'instauration du code ICE qui a sévèrement régulé la production américaine. Donc le code ICE, vite fait, en fait, c'était une régulation des films qui allaient sortir où en fait il fallait que c'est une régulation pour les bonnes mœurs. C'est-à-dire que ça pouvait être aussi bien des règles qui font que le héros ne doit pas être dans le même cadre, la même valeur de plan qu'un quelqu'un qui est assassin et qui a des valeurs morales douteuses, ou un couple ne doit pas dormir ensemble dans le même lit, ou il ne faut pas qu'il y ait des décolletés. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc c'était autant de la censure que de l'autocensure, et ça a duré pendant des années. Et si les films ne répondaient pas au code ICE, de toute façon, ils ne pouvaient pas être sortis. Voilà, donc en l'occurrence, c'est un film qui est sorti dans un contexte de production un petit peu plus libre, et malgré ça, justement, le film n'a pas été du tout bien perçu. D'autant qu'on est dans un contexte post-Première Guerre mondiale où on essaye un petit peu, entre guillemets, d'oublier toutes ces gueules cassées, tous ces traumas, alors qu'on essaye de penser au monde de demain sans évidemment avoir conscience que quelques années après, il y aura de nouveau une guerre mondiale. Et c'est un film qui réfléchit énormément qui est très sinistre, sur la condition humaine. C'est-à-dire que c'est un film, il y a un peu de pitié, il y a peu de... c'est sans phare. Voilà, Todd Browning n'est jamais complaisant sur ce qu'il filme. Alors il filme vraiment, c'est un peu cruel de le dire, mais les gens qui filment, qui sont du coup ceux de sa monstrueuse parade, sont vraiment très inquiétants. Il y en a certains, donc il y en a un par exemple qui a perdu tous ses membres, d'autres sont intégralement difformés au niveau des pieds, des jambes, du visage, etc. Paradoxalement, il en fait des vrais personnages humains, évidemment, puisque c'est ça tout le fond du film. Ce sont tous des personnages, ils sont tous au même niveau. Voilà. Ils sont même pas mis en avant d'ailleurs par leur difformité, justement, ils sont juste mis au même niveau. Et c'est ça où Browning a été impressionnant dans sa mise en scène, c'est qu'il n'a pas fait une mise en scène qui a accentué, entre guillemets, l'horreur de ces personnages, et c'est d'autant plus important à souligner qu'on est dans une époque où on s'intéresse de près à l'horreur, puisqu'on est dans la jeunesse des films de monstres, Universal Monsters. Todd Browning, c'est le réalisateur de Dracula. Et ce qui est intéressant dans tous les films de monstres qu'a fait Universal, pas tous, mais une partie, c'est qu'à chaque fois, on montrait des monstres, en l'occurrence la créature de Frankenstein, Dracula, etc. Mais on insistait aussi un petit peu sur l'humanité du personnage, l'humanité de la créature de Frankenstein, l'humanité du fantôme de l'opéra, ou etc. Et là, c'est aussi ça qui est en question, c'est au-delà des apparences, et c'est justement ne pas insister forcément sur la monstruosité des gens qui souffrent de ces malformités, mais plutôt s'interroger sur leur rapport au monde, sur leur rapport avec les humains, entre guillemets, normaux, qui, eux, du coup, conditionnent cette monstrueuse parade. Parce que finalement, cette monstrueuse parade, c'est une question de point de vue qui n'est pas celui de Todd Browning, mais qui est celui du public qui va voir ces gens. Et c'est des choses, peut-être c'est paraît bête de le dire, mais c'est des choses qui avaient vraiment lieu. C'est pas Todd Browning qui l'a inventé. C'est des choses qui avaient vraiment lieu il y a 70, 80, 90 ans. Et entre guillemets, j'ai presque envie de dire qu'à ce niveau-là, Todd Browning, il fait presque dans le documentaire. Et c'est aussi pourquoi le film a mal été perçu. À une époque où on aimait beaucoup utiliser des effets spéciaux. Là, il n'y avait pas d'effets, quoi. Voilà, des effets spéciaux pour faire Frankenstein, pour faire la momie. Voilà. Là, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et le spectateur le sait. Et donc, c'est un film qui a eu ça a instauré un malaise, je pense, au niveau des spectateurs. C'est un film qui a été oublié pendant 30 ans, en fait. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Aujourd'hui, on le redécouvre, il nous paraît très connu. Et en fait, le film, c'est marrant parce qu'il est surtout associé aux années 60, 70, à la redécouverte. Alors, je ne sais plus dans quelles circonstances, je crois qu'il a été projeté en festival dans les années 60, ce qui a fait qu'il a été redécouvert, assimilé du coup à ce mouvement contestataire des années 60. Et tout ça, à mon avis, ça a dû tourner aussi dans les salles à cette époque-là, dans les mouvements underground. Parce que ça correspond parfaitement à cette mentalité-là. Et qui ensuite a influencé beaucoup de films. C'est un film très important pour David Lynch, évidemment pour Elephant Man. Y compris pour d'autres cinéastes qui ont travaillé La Normale ou La Difformité, Guillermo del Toro, ou Jean-Pierre Jeunet, etc., etc. Et c'est un film qui, ce film est sorti en 1932, c'est-à-dire qu'il a 84 ans, c'est ça. C'est un film qui a pas perdu une once de sa modernité. Parce que justement, le plus monstrueux dedans, c'est pas tant ces personnages difformes, c'est plutôt la réaction des êtres humains dits normaux, qui sont encore plus monstrueux et qui justement se cachent derrière leur normalité
pour avoir les comportements les plus ignobles possibles. Voilà, et donc du coup, on en arrive presque dans un récit où on a, je dirais pas envie de faire partie de cette troupe, mais il y a une réplique qui est un peu célèbre, One He of is us. one of us. Voilà. C'est l'un d'entre nous. Et il y a ça qui est très important dans le film, donc voilà, voyez-le, surtout si vous avez l'occasion de le voir en salle, c'est une expérience qui... Alors il faut accepter que ce soit une expérience qui va être très incommodante, mais je pense, enfin ça c'est un avis personnel, je pense que le cinéma doit être aussi comme ça. Ça doit nous bouger, c'est pour faire bouger les lignes. Voilà, c'est une expérience qui va être très incommodante, surtout si vous l'avez jamais vue, surtout en salle où on est dans une sorte de prison entre guillemets de l'art. Mais voilà, n'hésitez pas. Et je pense que c'est aussi important de le ressortir maintenant dans ce contexte-là. Voilà, donc Freaks de Todd Browning, donc 1932, mais ressorti dans une version toute belle et toute restaurée le 23 novembre. Donc à la même date, on a aussi une autre sortie, donc encore avec des monstres, décidément. Toujours des monstres, et toujours pas agréable. Ouais, ils sont, autant tu vois, dans Freaks, ils sont sympas, autant dans La Colline à des yeux, c'est moins sympa. Donc le film de Wes Craven, sorti en 1977. Donc cette année-là, il n'y avait pas que Star Wars ou Rencontre du troisième type, où il y avait des aliens sympas. Il y avait surtout donc ce film qui explore un petit peu le côté sombre et les trucs affreux du désert. Donc Wes Craven, quand il sort ce film-là, donc en 77, c'est son deuxième film officiel, troisième long métrage, parce que son deuxième film, il l'a fait sous un faux nom, donc comme quoi il l'assume pas vraiment. Donc son premier film, c'était La dernière maison sur la gauche. Donc là, La colline à des yeux, c'était son méga succès de l'été. Il a été fait pour 200 000 $ à peine. Il a récupéré des millions. Donc vite fait, c'est quoi l'histoire ? C'est tout simplement c'est Bob et sa petite famille parfaite qui se perdent dans le désert. Donc dans la famille, on a la femme qui croit en Dieu, qui est la bonne ménagère, on a la fille aînée qui vient d'avoir un enfant avec le beau-fils, le gendre idéal qui a sa petite moustache. On a ensuite la fille et le fils qui partagent donc ce voyage où ils vont se rendre en Californie. Et ils se perdent dans ce désert pourri où il n'a l'air de rien se passer. Donc on se rappelle, on est dans les années 70. Donc on retrouve un petit peu ce désert qu'on a dans Point Limite Zéro ou dans ces films du Nouvel Hollywood où c'est le néant total, alors que pourtant on est en Amérique et tout ça, mais on est dans cette zone des États-Unis qui a l'air d'avoir été oubliée pendant au moins 50 ans. Et en fait, ils vont malheureusement avoir un petit accident de parcours. Donc, leur belle voiture et leur caravane vont rester plantées au milieu du désert. On va aller chercher de l'aide. Leur seul problème, c'est que ce désert est un peu habité par des mecs un peu foufous, un peu bizarroïdes, puisqu'on a l'impression qu'ils sont sortis du film Mad Max et qu'ils vont les attaquer les uns après les autres. Et en fait, cette petite famille qui était toute parfaite va plonger littéralement dans l'horreur et un peu la folie à la fin. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. Donc je reviendrai de temps en temps sur La colline à des yeux de Alexandre Aja, donc notre Français qui avait fait le remake du film en 2006. Et en fait, La colline à des yeux, ce qui est génial, c'est que quand le film démarre, on a envie de tuer cette famille, quoi, parce que c'est vraiment trop parfait. C'est une famille qu'on a l'impression qu'elle sort, tu sais, de ces séries télé des années 60 où tout est beau, tout est parfait, c'est un peu Happy Days, c'est la famille qui réussit tout. Ils font une petite prière avant que chacun se sépare, tout est parfait, tout le monde est blond, tout le monde est beau. Le père, tu vois, c'est un ancien détective à la retraite qui est un peu facho sur les bords, qui aime bien, qui doit avoir sa carte à la NRA et tout ça. La mère, c'est celle qui aime bien faire la cuisine et tout ça, qui a toujours réponse à tout, mais qui sait rien faire. La fille, elle en a rien à foutre. Enfin, c'est toujours des personnages qui sont idéalisés, justement, et je pense que c'est ça ce que Wes Craven a voulu faire, c'est que c'est la petite famille idéale qu'on a l'habitude de voir et qui va les mettre dans une merde noire. Et c'est à force de toutes ces galères qui vont enchaîner qu'on s'attache à eux. En fait, c'est toutes ces galères qui vont s'enchaîner pendant 1h30. C'est vraiment une accumulation de trucs horribles et qu'on s'attache à eux parce qu'au début, on a vraiment envie de les tuer et c'est au fur et à mesure des galères qui vont s'enchaîner. On dit, finalement, je m'attache à eux parce que cette plongée lente dans la folie, on est d'accord avec eux. Après, ce que j'avais bien aimé, moi, dans le film de Alexandre Aja, c'est qu'il pouvait explorer certaines scènes que Wes Craven n'avait pas pu faire, parce que le film de Wes Craven, donc, qui ressort dans les salles de 77, il dure 1h30, on ne peut pas faire moins. Il y avait des ellipses sur certains personnages, donc Alexandre Aja a pu récupérer, mais j'adore la mise en scène de Wes Craven, puisque le
plan d'ouverture, on a cette lisière de la colline qui est suivie par un long panoramique. Et le titre, La colline a des yeux, on voit juste cette ombre qui représente la colline et on dit bon, ok, c'est peuplé, mais rien nous est montré. Et justement, tout le début du film, c'est il y a des choses qui se passent dans le fond de l'image, on ne sait pas trop ce qui se passe, on est un petit peu en retard, il y a des gens qui disparaissent d'une image à l'autre, et c'est vraiment fait au fur et à mesure, et c'est une montée en tension tout le long du film, et Wes Craven joue justement sur cette montée en tension, cette montée en tension, et ces retournements où on passe de la petite famille parfaite à des gens oppressés qui se retournent et qui deviennent eux-mêmes les meurtriers. Et c'est vraiment un film super efficace. D'ailleurs, il a fait un succès qu'il en a fait une suite derrière, après je crois en 1984. Enfin, c'est vraiment un film à redécouvrir en salle, puisque c'est un peu, c'est tout ce qui est tous les films un peu précurseurs des films où ils se perdent dans le désert, un peu comme les Wolf Creek et tout ça, où ils tombent sur des malades mentaux. Donc évidemment, le film a un sous-texte. Bon, c'est pas un sous-texte social qui est super important dans la lecture du film, comme comme dans les films de John Carpenter. Mais d'ailleurs, ce sous-texte-là est un petit peu vendu dès l'ouverture du film d'Alexandre Aja. Mais c'est vraiment un film à redécouvrir et qui vaut vraiment le détour. Donc en salle, sorti donc le 23 novembre. La colline a des yeux, donc version originale de Wes Craven, sorti en 1977 et ressorti en salle en 2016. Côté vidéo, là cette fois, il y a encore du boulot. Voilà, je te laisse la parole, Marc. Donc pour le coffret, donc Costa Gavras, alors intégral volume 1, donc ce n'est que la première partie. Donc c'est Arte Vidéo qui nous propose un magnifique coffret à la fois en DVD et en Blu-ray. Donc de tous les films sortis entre 1965 et 1983, donc du réalisateur Costa Gavras. Alors j'énumère. Nous avons Compartiment tueur, un homme de trop, Z, l'aveu, état de siège, section spéciale, Claire de femme, Missing et Anaka. Donc tous rassemblés dans un seul coffret qui est sorti donc le 22 novembre en Blu-ray DVD chez Arte Vidéo. Et pour parler de ça, on a choisi de parler de Z. Voilà. Avec Jean-Luc Trintignant et Yves Montand, donc, qui était sorti en 1969. Voilà. Est-ce que c'est une coïncidence si on parle de Z dans le contexte actuel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De quoi ça parle Z? En fait, c'est l'histoire de l'assassinat d'un député progressiste dans un pays fictif, non nommé, etc. Donc l'assassinat d'un député qui est ensuite suivi par un juge d'instruction qui va essayer tant bien que mal de mettre en évidence la culpabilité de l'armée et du gouvernement dans un pays qui est en train de vaciller entre les extrêmes politiques. Alors, évidemment, Costa Gavras, surtout dans cette décennie-là, est connu pour ses films politiques qui ont pris la tournure de films, entre guillemets, d'espionnage, de films de guerre, mais de films politiques qui correspondent aussi à une époque en France où on avait le goût du film politique. On est dans les années 60, la nouvelle vague n'est plus très loin. Alors, la nouvelle vague n'est plus très loin, et là on est en 69, on est en plein dans une époque. L'Armée des Ombres qui était sortie la même année. Enfin. Voilà, l'Armée des Ombres. On est dans une époque où on remet forcément, on est après 68, donc on remet beaucoup en question les instances du pouvoir. Et d'autant plus de Costa Gavras qui vient de Grèce, qui a quitté la Grèce de la dictature, et qui est un cinéaste qui a toujours voulu, donc cinéaste entre guillemets d'extrême gauche. Bon, je le dis, mais c'est un petit peu anecdotique à dire, mais c'est important aussi pour cerner son cinéma. Et en l'occurrence, Z, voilà, c'est un film qui fait partie de cette mouvance des années 60, qui raconte des affres politiques un petit peu douteuses et qui ont toujours cet écho aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a exactement ça qui est intéressant, il y a exactement la même chose en Italie. Il y a exactement les mêmes films en Italie. Alors ça peut être soit des films entre guillemets très décalés, très fantasmés comme Le Conformiste, soit des films entre guillemets plus réalistes comme Enquête sur un citoyen au-delà de tout soupçon, d'Elio Petri, et qui à chaque fois sont des films politiques qui renvoient à des choses qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant dans Z. Z, qui d'autant plus est un film admirablement bien réalisé, admirablement bien interprété avec son casting 5 stars,
5 étoiles, pardon, avec Jean-Louis Trintignant, Yves Montand, Irène Papas, Charles Deners, il y a même Jean Bouy, Jacques Perrin qui traîne, François Perrier, enfin, il y a un superbe casting. À l'époque, tout le monde se bousculait pour tourner pour Costa Gavras, qui a eu aussi une carrière internationale, il faut le dire. Par exemple, avec Missing, qu'il a fait un peu plus tard. Et je pense qu'en ça, Z, c'est un film qui est très intéressant à découvrir sur les arcanes du pouvoir médiatique, du pouvoir judiciaire, les limites de la légitimité de ce pouvoir, le prix de la vérité. Il y a énormément de thématiques qui sont brassées, qui étaient brûlantes dans les années 60 et qui ne le sont pas moins aujourd'hui. Donc voilà, donc Z qui fait partie donc du méga coffret sur l'ami Costa Gavras. Donc bon, ça peut toujours faire un très beau cadeau de Noël. Donc Costa Gavras intégral volume 1, donc tous les films sortis entre 65 et 83. Donc je répète, donc Compartiment, Tueur, Un homme de trop, Z, L'aveu, État de siège, Section spéciale, Claire de femme, Missing, Anaka, avec un DVD et Blu-ray bonus à l'intérieur. Donc c'est chez Arty Video, sorti le 22 novembre. Là, on a aussi donc côté France, on a Gueule d'amour de Jean Grémillon. Donc là, on est un peu plus ancien, avec Jean Gabin et Mireille Balin, et on voulait en parler aussi puisque ça sort chez TF1 Vidéo en version remasterisée. Voilà, d'autant que c'est bien, ça fait une petite continuité par rapport à l'émission FDBF qu'on a fait à propos de voyage à travers le cinéma français. Donc en l'occurrence, Gueule d'amour, c'est avec Jean Gabin. Alors je me rappelle plus si Tavernier parle de Jean Grémillon, je pense que oui. Et de quoi parle Gueule d'amour? C'est l'histoire donc d'un jeune soldat qui est Jean Gabin, d'une compagnie militaire des colonies, qui passe sa permission à Orange, et Gabin est surnommé Gueule d'amour par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il fait chavirer les cœurs, il fait chavirer les femmes, mais bon, ça le blase un petit peu, il finit par être habitué, jusqu'à ce qu'il rencontre la femme qui change tout, qui en l'occurrence est interprétée par Mireille Balin, et voilà, qui rend toutes les autres femmes froides à ses yeux, inintéressantes. Mais le problème pour Jean Gabin, c'est que Mireille Balin aussi joue un jeu avec Jean Gabin. Elle aussi, d'une certaine manière, est une gueule d'amour dont tous les hommes tombent raide dingue à la première vue. Et ça génère une situation un petit peu compliquée, d'autant que c'est une femme, entre guillemets, entretenue par un riche parisien. Et c'est un film qui est vraiment typique de son ère, c'est-à-dire qu'il y a plein de tons différents qui se croisent dedans. Le film commence comme une gentille comédie bon enfant, avec des blagues sur les soldats qui rentrent, etc. En plus, on sent vraiment qu'on est dans la France des années 30, donc on essaie d'être joyeux, on essaie un petit peu de contrebalancer ce qui se passe ailleurs dans le monde, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Ensuite, ça vire un petit peu à la rom-com, hein, tout simplement, avec ce début de romance entre les deux personnages qui est admirablement bien filmé, avec des échanges de regards, et voilà, ça c'est une beauté. En plus, on arrive à sublimer, c'est ça qui est très beau dans le film, et ce que le cinéma de cette époque arrivait très bien à faire, qui est sublimé, mais extrêmement simplement et extrêmement naturellement. Des visages qui sont simples, mais qui arrivent à être vraiment... par exemple, Mireille Balin n'est pas extrêmement belle, mais le film arrive à justifier en 3 plans de caméra comment Jean Gabin tombe immédiatement amoureux d'elle. Et le film évolue ensuite d'une manière moins réjouissante vers le drame. Je ne vais pas forcément trop en dire, parce que ça fait aussi partie de la surprise, jusqu'à un final qui est un peu très glauque. Et donc voilà, c'est un film qui est très beau, parce qu'il se passe aussi dans plusieurs endroits. Par exemple, il y a plusieurs actes qui se passent à Orange. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on a un petit peu perdu, l'habitude d'aller filmer dans des provinces. Soit on va filmer des comédie-con dans des grandes villes, genre Bordeaux, etc. Mais on ne s'intéresse plus vraiment à ces endroits un petit peu plus intimes dans les petites moyennes villes. Et pour ça aussi, le film est très précieux. Une scène qui se passe à Cannes, d'autres qui se passent à Paris. Et forcément, il y a Gabin. Voilà. Il y a Gabin qui, comme toujours, est phénoménal. Comme toujours, c'est exactement ce que disait Tavernier dans son film. Il ne faut pas réduire Gabin au type qui fait toujours les mêmes rôles et qui gueule sur les gens. Il ne faut pas le réduire à ça, parce que évidemment, il le fait dans Gueule d'amour. Il y a une séquence où il s'énerve, où il met sa mâchoire en avant, là, comme on aime bien. Voilà, mais il ne fait pas que ça. Il a aussi une profondeur dramatique
qui est extrêmement touchante parce que voilà, ce qui est ça intéressant avec Gabin, c'est que c'est ce gros personnage très impressionnant, baraqué, qui est parfois aussi révèle un interne très faible, très vacillant, très sensible. Et en ça aussi, c'est un immense acteur. Donc voilà, Gueule d'amour, c'est tout simple. Je veux pas trop en dire parce que le but, c'est plutôt de susciter la curiosité plutôt que de commenter le film. Allez le voir, c'est très bien photographié en noir et blanc comme d'habitude. Donc voilà, achetez-le. Donc c'est en méga coffret ultra collector, donc Blu-ray, DVD chez TF1 Vidéo. Donc ils avaient sorti d'autres films comme Garde à vue, Le Carrosse d'or et tout ça. Donc c'est dans une belle édition restaurée. Donc Gueule d'amour de Jean Grémillon avec Jean Gabin et Mireille Balin. En Blu-ray et DVD depuis le 22 novembre. Dans la même édition, d'ailleurs, cette semaine, bon, on passera vite fait dessus, mais bon, le classique de Luchino Visconti, Rocco et ses frères, avec Alain Delon. Pourquoi il faut l'acheter? Pourquoi il faut l'avoir, Marc? Bon. Parce que Rocco et ses frères. Voilà. Déjà parce que Luchino Visconti. Moi, j'adore Luchino Visconti. C'est un film qui est très important dans sa filmographie parce que Alain Delon. Parce que Alain Delon et Luchino Visconti, ça a été toujours très important entre eux. Pas que très important entre eux d'ailleurs. Il y a une histoire entre une sorte de romance inavouée entre Delon et Visconti qui a toujours traversé, je veux dire, les films. Et en l'occurrence, Rocco et ses frères est l'histoire la chronique dramatique d'une famille dans l'Italie, donc d'une famille pauvre dans l'Italie des années 60, qui traverse une crise familiale sur un fond aussi sur fond de boxe, d'art du pugilat, etc. Parce que Delon se révèle être un boxeur. Et donc un drame italien dans toute sa splendeur, entre guillemets. Et splendeur, c'est le mot le bien choisi, parce que c'est aussi ce qui caractérise le cinéma de Visconti, la splendeur, la sidération par l'image. C'est un des plus beaux, je vais m'arrêter de 3 minutes dessus, mais c'est un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu, Rocco et ses frères, qui est dans tous les cinémas. C'est-à-dire qu'il y a une composition de cadres chez Visconti qui a toujours été sensationnelle. Visconti, on le connaît surtout pour Le Guépard et pour les couleurs fantastiques du Guépard, ou pareil dans Ludwig ou dans L'Innocent, enfin voilà, ça manque pas. Hein. Mais le noir et blanc refait, et c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on abordait la version Black and Chrome de Mad Max, c'est pas pareil, Mad Max, mais là c'est un petit peu pareil, le noir et blanc refait, centré sur l'art du découpage et la mise en scène de Visconti pour séparer les personnages, ou les réunir, ou les surcadrer, etc. C'est incroyable, c'est ultra moderne. Alors c'est à la fois aussi très classique, il y a ce côté très fresque, c'est un film très long, il fait 3 heures, mais voilà, c'est immanquable. Là, ça va peut-être être la 40e fois qu'il ressort, mais qu'importe, faut le revoir. Là, c'est une version restaurée, donc c'est l'occasion de le redécouvrir. Et puis voilà, c'est toujours aussi cette manière de sonder l'Italie, de sonder des thèmes qu'aiment bien les Italiens, la prostitution, le mal-être de certaines classes, le problème de la classe en lui-même d'ailleurs. Et puis voilà, sauter sur Rocco et ses frères. Voilà, Rocco et ses frères, donc chez la même édition que Gueule d'amour, donc chez TF1 Vidéo en Blu-ray DVD depuis le 22 novembre. Donc là, on va passer un petit côté musical, on va parler des Beatles, puisque en fait, Ron Howard, donc cette année, il n'a pas sorti que le Inferno infernal qu'il avait fait avec Tom Hanks, qui était sorti il y a quelques semaines, qui est juste improbable. Qui n'était pas dans le festival des bons films. Quoi. Voilà, je vous raconte même pas la séance qu'on a passée avec Marc devant ce film-là. Non, je préfère vous parler des Beatles, donc en fait qui est le meilleur film de Ron Howard sorti cette année, mais qui est sorti que pendant une projo, pendant une séance, et en fait c'était prévu comme ça, qui était sorti je crois début septembre, enfin voilà, qui est donc sorti un jour et qui était justement une diffusion unique dans le monde et également à Paris. Donc ça s'appelle donc The Beatles 8 Days a Week, donc c'est un documentaire de Ron Howard donc, qui recouvre pas forcément toute la période des Beatles, mais en tout cas les débuts, jusqu'à en tout cas leur dernière tournée. Et après, donc, ils ont décidé d'arrêter les concerts parce que tout simplement, ils n'arrivaient même pas à s'entendre jouer sur scène tellement que tout le monde, toutes les filles hurlaient. Donc, qui était justement une partie de leur, de leur marque de fabrique, mais en tout cas, qui était une de leurs arguments de promotion, c'est que à chaque fois qu'ils faisaient un concert,
tout le monde se mettait à hurler. Beatlesmania. Exactement. Donc en fait, le film est donc c'est un documentaire donc qui reprend donc à la fin qui réinterroge donc Paul McCartney et Ringo Starr qui sont encore là aujourd'hui, mais qui reprend également des interviews de Harrison et de John Lennon, donc de l'époque. Donc il arrive à les mettre en parallèle et tout ça, et il reprend des photos inédites et qui les remet dans le contexte. Donc le film, le documentaire est très classique, c'est très chronologique. Il reprend à chaque fois les sorties des albums, c'est tac, d'abord celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là, en précisant combien de temps il a été resté en top 1 des charts. Donc on voit aussi au fur et à mesure des albums que ça reste de moins en moins longtemps en des charts. Après, c'est un point de vue très américain, puisque évidemment c'est Ron Howard, donc il regarde vraiment avec l'œil de l'américain ces petits gars de Liverpool qui sont venus conquérir le marché américain. Donc c'est un documentaire quand même intéressant, puisque c'est vraiment un film global, donc justement sur leur parcours aussi un petit peu au cinéma, puisqu'ils avaient fait ils avaient fait 2 longs métrages qui jouaient à la fois sur la promotion qu'ils faisaient aussi, de leurs albums. Donc c'est un regard intéressant. Ça nous apporte pas grand chose si vous êtes déjà fan des Beatles. Je pense que vous n'apprendrez rien de plus à travers ce documentaire, mais c'est une plongée intéressante, c'est un retour assez sympathique. C'est pas je vais pas dire rétrograde, non, c'est pas régressif, voilà. C'est toujours une bonne occasion de replonger un petit peu dans cette époque-là, puisqu'il met aussi en résonance, comment dire, point de vue politique. Parce qu'évidemment, les Beatles, donc c'est les années 60 et tout ça, donc évidemment, ils ont traversé les crises sociales qu'il y avait à l'époque aux États-Unis, notamment avec les ségrégations et puis les droits civiques, le combat pour les droits civiques à l'époque, et que évidemment les Beatles, quand on leur pose la question, évidemment qu'ils prennent position, évidemment qu'ils prennent position contre, on va dire, l'establishment qui était plutôt uniquement pour les droits des blancs et pas forcément pour les droits des noirs, et que évidemment l'aura populaire qu'ont les Beatles, ça joue évidemment sur le point de vue politique, et qu'ils ont leur conscience et tout ça. Donc c'est un bon documentaire, c'est le meilleur film de Ron Howard qui aura sorti cette année. Et donc c'est vraiment un chouette moment à passer avec les Beatles. C'est bien monté, pareil au niveau du son et tout ça. Il y a des scènes de concert assez folles, parce qu'il y a des belles images qui sont tournées en 16 mm, mais qui sont super bien restaurées et qui nous replongent vraiment dans la folie des concerts de l'époque. Donc c'est vraiment à découvrir. Donc The Beatles 8 Days a Week, donc forcément vous l'avez loupé au cinéma puisqu'il n'y avait qu'une seule séance, donc rattrapez-le en Blu-ray et DVD chez Studio Canal, donc sorti le 22 novembre. Et chez Studio Canal, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a la saison 1 de The Young Pope. Alors là on parle de quelque chose de sérieux, donc comme Steven Soderbergh qui avait fait The Knick, on a le réalisateur de cinéma Paolo Sorrentino qui nous avait sorti La Grande Bellezza et Youth dont on avait parlé au FDBF, et là fallait en parler, Marc. Voilà, je crois, je veux pas dire d'ânerie, je crois que c'est la première fois qu'on parle d'une série dans le FDBF en général. Oui. Et en l'occurrence, une série qui est quand même faite par un cinéaste, faut pas non plus. Voilà, on n'est pas les faquins comme ça. Faut pas non plus déconner. Et tu fais bien de parler de Steven Soderbergh, puisque ça m'a procuré le même sentiment. C'est-à-dire que c'est pas juste une série qui a été développée par le cinéaste ou encadrée ou produite, c'est une série qui est intégralement tournée par le cinéaste. Alors dans The Knick, ça prenait des proportions. Soderbergh faisait lui-même à la lumière, le montage, voilà, il faisait sous tout, des alias d'ailleurs. Mais bon, là c'est tourné par Sorrentino et développé par Sorrentino. Donc ça parle de The Young Pope, tout est dans le titre. C'est l'histoire de l'élection d'un jeune pape, Lenny Berlardo, qui est joué par Jude Law, qui tient probablement le meilleur rôle depuis 10 ans qu'on ait vu chez lui, ou peut-être depuis Gattaca. Et donc l'élection de ce jeune pape, qui est une élection qui a eu lieu de manière un petit peu bizarre, involontaire. C'est toujours un peu truqué, comme d'habitude. Qui promet plein de promesses formidables pour l'avenir. C'est un jeune pape qui a 46 ans, qui semble progressiste, ouvre des nouvelles portes pour le Vatican. Et manipulable à souhait pour les cardinaux. Et manipulable à souhait pour le cardinal, parce que c'est aussi une plongée dans les arcanes politiques du Vatican. Et qui est en fait un conservateur certain, bien démago, voire obscurantiste notoire, bien médiéval dans sa pensée, et qui du coup met la main entière sur le Vatican
devient tout puissant, devient le pouvoir politique à lui seul, dans un but un petit peu incertain. Qu'est-ce qu'il veut faire? Veut-il contrôler l'Église? Veut-il la détruire? Veut-il se venger? Parce qu'évidemment, il a un passé un petit peu compliqué, donc cherche-t-il à se venger de quelque chose? Et c'est une série qui est fascinante. Sur les arcanes du pouvoir, c'est vraiment la mode en ce moment, les séries sur la politique, House of Cards. Moi, justement, quand j'ai découvert la série, donc, je vois les premiers épisodes. Moi, j'ai terminé toute la saison, je l'ai bouffé en 2 jours. Et en fait, moi, c'est imaginer, c'est le meilleur argument de vente que je pourrais vous dire, c'est House of Cards, mais au Vatican. Mais c'est vraiment ça, parce que le personnage principal est un personnage détestable au possible, comme Mr. Underwood, qui est incarné par Kevin Spacey dans House of Cards. Et pareil, il a des moments de flottement, il a des rêves, il a des fantasmes qui sont présentés à l'image. Et justement, Sorrentino joue entre les images fantasmées et les scènes réelles. Et justement, toujours cette porosité entre les deux, on ne sait jamais trop où se placer. Et c'est vraiment House of Cards, mais au Vatican. Voilà, et d'autant plus que Sorrentino s'interroge également sur la croyance relative. Là également, c'est un thème qu'il aime bien sur la décadence. C'est un thème qu'aiment bien tous les Italiens. Tout à l'heure, on parlait de Visconti, c'est un thème qu'adore Visconti, la décadence. Ça me rappelait aussi un petit peu Habemus Papam de voilà, d'ailleurs, je pense qu'il a repris certaines images d'Habemus Papam, les sœurs qui jouent au volleyball. Voilà. Mais ce qui est très bien en plus, c'est qu'il a fait une série qui ressemble vraiment à quelque chose d'italien, c'est-à-dire qu'il y a des séquences tournées en italien. Alors, la série est essentiellement en anglais, mais il y a des séquences tournées en italien. Ça fait pas juste série américaine qui fait le touriste au Vatican. Et je pense que c'est aussi en ça que c'est important que Paolo Sorrentino l'ait tourné. Donc lui fait tourner les cardinaux italiens et ils parlent en italien entre eux. On a l'impression qu'ils magouillent encore plus que tous les autres. Mais en fait, tous leurs personnages sont assez beaux, puisqu'ils essayent en quelque sorte de sauver l'institution, même s'ils essaient de sauver en même temps leur propre magouille. Et je trouve que le film, voilà. Voilà, lapsus. la série est super belle, puis même au niveau de la mise en scène, voilà, c'est folle. Pour ceux qui aiment bien, alors faut aimer, hein, on peut facilement être un peu dégoûté par le style de Sorrentino, qui est une sorte de pompier ultra graphique. Puis même de l'usage des musiques, des fois. Voilà, de l'usage des musiques ou des mouvements de caméra extrêmement chichiteux, avec des travelling. Moi, je trouve ça formidable, parce qu'en plus, ça épouse extrêmement bien les lignes, entre guillemets, du Vatican, la démence du Vatican, et surtout la décadence, entre guillemets, qui met en scène. Et c'est aussi ça où le personnage de Lenny Bernardo est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui veut revenir, entre guillemets, à une église plus sobre, mais du coup plus sobre, qui va moins vers les gens. Et en ça, Sorrentino le sublime. Voilà, il y a certaines séquences, certains plans, etc., qui sont d'un niveau cinématographique, non plus télévisuel. Voilà, donc précipitez-vous, on ne peut pas plus vous obliger, donc précipitez-vous. Dernier argument, le casting. Ah oui, le casting. Parce qu'il y a Jude Law, évidemment, on en a parlé. Cécile de France, Livine Sagné, James Cromwell, Diane Keaton, qui est excellente. Et forcément, son nom m'échappe, cet acteur italien qui a déjà tourné pour Sorrentino. Bon, vous le retrouverez, vous le mettrez en commentaire, et vous direz qu'on ne travaille pas nos sujets. Voilà. C'est pour ça. The Young Pope, saison 1, disponible chez Studio Canal, donc série écrite et réalisée par Paolo Sorrentino. Donc les 10 premiers épisodes, 10 épisodes de la saison 1 à voir absolument, donc en vidéo depuis au 25 novembre, en Blu-ray DVD chez Studio Canal. Donc merci de nous avoir écoutés. C'était un programme très chargé cette semaine. Long, hein. Voilà, donc essayez de trouver du temps pour voir le maximum de ce qu'on vous a dit. Donc merci de nous avoir écoutés. Donc aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique et revoyez-nous sur YouTube. Donc on se revoit très prochainement pour la prochaine émission du Festival des bons films qui concernera Sully de Clint Eastwood. Donc elle sera mise en ligne ce lundi. Donc voir des bons films, voir des films, c'est bien. Voir des bons films, c'est mieux. Exactement, Marc. Merci à vous et rendez-vous au prochain podcast. Salut. Salut.